moi, je n'imaginais pas qu'un compatriote, surtout une personne sur qui on a milité ensemble, qui rêvait, quand vous voyez Félix Tshisekedi dans toutes les émissions, dans tous les plateaux, il disait que le Congo, quand il regarde, je vous en prie, quand il regarde, quand il est dans sa voiture, il regarde comment les Congolais marchent, il manque les transports, Félix, il dit, il avait des larmes aux yeux. Félix, il disait qu'un jour, j'arrive au pouvoir, on va fermer toutes les prisons clandestines ici, c'est des cachots clandestins ici. Tout ce que Félix nous a dit, mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, je ne pense pas que moi j'ai des leçons politiques de donner à Félix Tshisekedi. Il est fait avec sa conscience. Pour lui, il réfléchit comme tous les Congolais qui ont détruit le pays, c'est-à-dire pour lui, le pouvoir ou rien. Et de tous les accords que nous signons. Donc, on signe les accords pour l'intérêt de la classe politique, ou soit de la classe dirigeante qui sont là. Est-ce que vous imaginez comme notre aîné, José Makila vous a dit dans un passé récent l'année dernière ici. Il dit, à l'époque là, je crois de 2011 à 2013 là, nous étions à l'opposition avec les Félix et les autres de Badibanga. Il y avait une réunion entre M23 et tout le monde sait que M23 est soutenu par les Rwandais et les Ougandais. Mais ils avaient une invitation de Museveni pour qu'ils puissent dealer ensemble avec ces gens-là à Kampala. Et tout le monde était d'accord, c'est les Fayoulou qui ont empêché ces déplacements. Mais pourquoi ils n'ont pas dit aux Congolais? Puis Makila vient nous dire ça aujourd'hui, combien d'années après? Mais pourquoi si cet accord-là était au profit des Congolais? Oh là, l'accord, la démarche c'était quoi? On signe l'accord avec l'M23 pour déstabiliser. Mais le peuple n'était pas informé. Mais l'opposition se battait pour le peuple. Félix et les autres, Badi Bangassa, c'est pas moi, c'est Makila qui dit qu'ils étaient d'accord de partis. Mais nous, on ne savait pas ça. Moi, je voyais Félix Tshisekedi comme un sauveur, quelqu'un qui se bat de Badi Bangala à l'époque. Je voyais qu'ils étaient des compatriotes, des aînés qu'on estimait, qu'on avait beaucoup de respect. Oh, ils étaient aussi en connivence avec Museveni. Oh, ces gens-là savent que ce qui se passe au Congo depuis 1996, Museveni et Kagame est les responsables. Voilà notre responsabilité. Et la troisième donne, c'est que comme ces gens-là prétendent être Congolais, ils seront dilués. Maintenant, pour terminer cette histoire, on doit se mettre ensemble. On doit se mettre ensemble, poser de vrais diagnostics. Pourquoi nous sommes arrivés à ce stade ici? C'est parce que la gestion interne a posé beaucoup de problèmes, de dégâts. C'est ce qui a fait que d'autres Congolais naïfs qui n'ont pas les mantats d'acier comme Fayoulou se sont laissés aller se jeter. Permettez-moi d'ouvrir même cette parenthèse. Dans la dernière mission du professeur Njoli dit ceci. Quand on l'a proposé d'aller rejoindre la rébellion, il dit, moi j'ai été militaire, je ne peux pas aller dans une rébellion où ce sont des Ougandais. Parce qu'on l'a intéressé d'entrer à l'MLC. Ce sont des Ougandais qui commandent. J'ai dit la vie de l'émission, il vient de faire des missions pas même une semaine. C'est pas sage, vous n'allez pas me chercher à m'arrêter comme vous arrêtez les autres. Non, il est en train de diffamer. Njoli dit, je ne pouvais pas, tant qu'un militaire formé, être sous la direction de ces gens-là, c'est-à-dire l'armée ougandaise. Mais notre Nebemba nous a pas dit ça. Il a dit qu'il y avait quelques insultants ougandais qui ont formé ces militaires, après ils sont partis. Voilà la responsabilité des Congolais. Donc on doit se mettre ensemble. C'est-à-dire même lorsque nous parlons de l'infiltration aujourd'hui, ce n'est pas l'œuvre seulement de Kagame Museveni. C'est-à-dire c'est une infiltration par complicité. Et ce n'est pas limité sous Kabila jusqu'à Félix Tshisekedi. Parce que j'ai la dernière vidéo où M. Kamere a dit, je crois que c'était en Suisse, il dit ceci, vous parlez de la stigmatisation, que les Tutsis sont stigmatisés. Au Congo, mais je vous rappelle que les Tutsis sont au sommet à la présence jusqu'à là-bas, en bas, c'est pas moi. Et c'est ce Tutsi-là qu'Amère nous a dit ici sous le régime de Félix Tshisekedi. C'est toujours puis on va dire ici, les amis de l'IDPS vont dire que l'infiltration c'était sous le régime brassage de Kabila. Mais quand Kamere a dit là, c'est sous le régime de Kabila. Donc, en d'autres termes, nous avons une lourde part de responsabilité. On doit se mettre ensemble, définir le vouloir vivre ensemble, créer de nouvelles dons, des réformes consensuelles pour faire... Donc, il faut laisser maintenant la dimension sociologique. Ces gens-là seront broyés par la population. Parce qu'en termes de rapport de force, pour terminer mon frère, en termes de rapport de force, Félix Tshisekedi ne saura pas détruire ces gens-là. Preuve à l'appui, aujourd'hui, il est essoufflé. Parce qu'on s'attendait des Américains. Et l'Amérique, parce que dans les années, début 2025, qu'est-ce que le régime nous a dit? Nous allons signer
un deal avec l'administration américaine en contrepartie avec nos minéraux pour que ces gens-là nous apportent la paix. Mais ils arrivent là-bas, on leur impose de signer des accords d'intégration régionale, notamment le point de accord bilatéral avec les génocidaires, sans passer par une justice traditionnelle. Ça dit qui est le gagnant? C'est Kagame. Jeudi à vous tous et à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment, c'est pour nous un plaisir et un honneur de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Nous avons le plaisir de recevoir les pasteurs Serge Taboko, de l'ECD, de l'opposition, de la résistance, de la Mouka, qui va nous donner les idées par rapport aux questions qui seront évoquées, mais en principe, on devrait également de recevoir les CG Massimang Jean-Louis de Mpassa, qui devrait en principe représenter l'Union sacrée, mais hélas, à la dernière minute, il y a eu un contretemps et cela n'empêche pour vous servir ou encore vous donner bien sûr les éclairages par rapport aux questions que nous allons vous donner tout à l'heure. Déjà, l'insécurité ou encore la situation sécuritaire toujours chaotique en RDC, l'insécurité qui continue à battre son plein dans la partie Est, et même ici à Kwamount, les voix s'élèvent. Quelles sont les solutions, quelles sont les alternatives que Kinshasa pense mettre en place pour éviter la balkanisation, pour que la paix soit recouvrée dans la partie Est. On parle également de 2028, année électorale. Les idées de Martin Fayoulou pensent que c'est une année où les élections seront organisées, peu importe la situation, dialogue ou pas, eh bien, il faut que les élections soient organisées pour que les présidents actuels, le président Félix Tshisekedi, ne puissent plus se représenter. Donc nous allons vous parler de tout ça. Et Martin Fayoulou qui condamne également les services de sécurité pour les arrestations des communicateurs qui, d'après Martin Fayoulou, ne chantent pas pour le régime. Donc, vous êtes sans ignorer que la dernière sur la liste, c'était les communicateurs ou encore le politique Nathanaël qui venait d'être arrêté il y a peu. Et les raisons, sans doute, nous seront communiquées très prochainement. Je m'en vais saluer mon invité, les pasteurs Serge Taboko, à qui j'ai dit bonne année. Merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci beaucoup, cher compatriote Guélo. Ça fait bail. Vraiment, depuis l'année passée. Depuis l'année passée, je profite par cette occasion pour te souhaiter aussi le meilleur vœu. Merci. Et bonne année 2026. Que Merci, le Père Dieu puisse vous protéger, toi et ta famille, et surtout les jobs que tu es en train de réaliser chaque jour pour apporter votre petite pierre dans l'édifice Congo à travers ton émission. Ça édifie beaucoup de gens. Mais sinon, nous remercions aussi l'éternel Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés. Il continue encore à nous accorder son souffle de vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents, malgré la situation chaotique qui traverse notre pays. Permettez-moi, à travers votre micro, pour souhaiter le meilleur vœu au couple président Eli, le président Martin Fayoulou, lui et son épouse, toute l'hierarchie de notre parti, mon parti ECD, commençant par le vice-président Kassekwa, Madame Eloaka, notre coach, le CG de Voskitoko. En ce moment que nous parlons avec vous, il est en tournée avec son équipe dans les Grands Bandundu, en train de communier avec le compatriote congolais, surtout faire le feedback des différentes résolutions qui ont été mises en place dans notre dernier conseil national qui a eu lieu du 22 au 29 décembre 2025. Une mention spéciale à lui. Les autres profitent pour se reposer, mais lui, il est sur terrain en train de se battre pour l'intérêt de ce pays. Que l'Éternel Dieu le protège là où il est avec son équipe. Pourquoi pas aussi une mention spéciale à cette brave dame qu'on appelle la dame de fer, Madame Chantal Moboni, pour toute la lutte, le combat noble qu'elle est en train d'amener, ça fait beaucoup de temps qu'elle est au front. Beaucoup ont commencé, même dans d'autres parties, cette élite qu'elle est en train de faire, mais aujourd'hui, bon nombre ont abandonné. Mais elle est toujours
sur les champs de bataille. Que l'Éternel Dieu la protège. C'est une femme mariée, une mère des enfants, mais ce n'est pas facile de faire l'opposition à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour son grand travail qu'il est en train de faire. Et pour terminer, tous les cadres du parti, mon ami personnel Zigated, tous les militants, même ceux qui ne sont pas dans les partis politiques, qui nous regardent un peu de loin, qui pensent que le combat que nous menons, c'est un combat noble. Et quels sont vos vœux pour cette année auprès de nos dirigeants, le pouvoir, le régime, le chef de l'État, les autres, le membre du gouvernement même? Bon, peut-être là, je leur souhaite toutes les bonnes choses. Ce qui est vrai, je aime le faire dans un autre cadre. C'est-à-dire parce que sur le terrain politique, ça donne un peu peut-être une mauvaise image. Il y a ceux qui nous regardent, moi en dehors de ça, je suis un homme de Dieu. Quand je parle à Félix Tshisekedi, il y a ceux qui voient toujours dans un œil-là un peu négatif. Voyez? Mais sinon, je les souhaite toutes les bonnes choses, tant qu'individu, un père de famille. Mais pour la gestion du pays, sincèrement, il a échoué sur toute la ligne. Il n'y a pas de choses à lui souhaiter là-dedans. Parce qu'il est conscient, Félix Tshisekedi, il a quand même l'idée sur l'histoire de notre pays. En commençant par le 4 janvier 1959 jusqu'à aujourd'hui. Le jour où Félix Tshisekedi prenait le pouvoir, de la manière dont nous connaissons, il y avait un passé. Souvenez-vous de la mort de Rossi Mukendi. Souvenez-vous de la mort de Kapangala. Souvenez-vous de nos compatriotes qui ont été calcinés à la permanence de l'IDPS. C'est-à-dire tous ces gens-là rêvaient un avenir meilleur. Moi, je ne pense pas un jeune homme, monsieur comme Rossi Mukendi. Selon nos informations, il fut assistant chef de travaux, un assistant. Et pouvait accepter où tout le monde voyait des chars de combat, des armes partout. Kabila avait inondé la ville ici avec des armes, la ville était militarisée. Il prend le risque de laisser sa femme et les enfants à la maison pour aller mourir, pour faire plaire aux gens, ou soit pour qu'un groupe de gens devienne, prenne le pouvoir. Non, les gens imaginaient un avenir, un Congo meilleur que ce qu'on vivait à cette époque. Mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, sincèrement, c'est en dehors. Je ne sais pas, je manque même des mots. D'accord. Donc, M. Félix Tshisekedi est conscient. Il ne sait pas que les Congolais ont beaucoup souffert. Dans chaque étape de l'histoire de notre pays, comme j'ai dit ici, le 4 janvier, les Congolais ont été massacrés. Jusqu'à 65, avant que Mobutu puisse faire son coup d'État, il y avait des désordres partout. Il y avait des désordres. Les Congolais ont été massacrés au Kasaï, dans les Grands Bandundu, dans les Katanga, partout. Il y avait des tueries partout. Après le coup d'État de Mobutu, il y a quand même un peu de la calmie, mais Mobutu a imprimé sa gestion par la répression, des arrestations. Il y a eu aussi d'autres Congolais qui ont été fauchés. L'entrée de la Fidela, c'est encore plus pire. Mais moi, je n'imaginais pas qu'un compatriote, surtout une personne sur qui on a milité ensemble, qui rêvait, quand vous voyez Félix Tshisekedi dans toutes les émissions, dans tous les plateaux, il disait que le Congo, quand il regarde, je vous en prie, quand il regarde, quand il est dans sa voiture, il regarde comment les Congolais marchent, il manque les transports. Félix, il dit il avait des larmes aux yeux. Félix, il disait qu'un jour, j'arrive au pouvoir, on va fermer toutes les prisons clandestines ici, c'est des cachots clandestins ici. Tout ce que Félix nous a dit, mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, je ne pense pas que moi j'ai des leçons politiques de donner à Félix Tshisekedi. Il est fait avec sa conscience. Pour lui, il réfléchit comme tous les Congolais qui ont détruit le pays, c'est-à-dire pour lui, le pouvoir ou rien. Et il est prêt à tout pour qu'il reste avec le pouvoir. Ça, c'est mon point de vue. Mais sinon, je ne sais pas, malheureusement, il n'y a pas un co-débatteur. Sinon, on allait peut-être, ou soit peut-être va prendre un peu la place de ceux qui sont de l'autre côté pour nous donner peut-être contredire ce qu'ils sont en train de dire. Alors, je disais que ça faisait partie de vos biscuits. Il y a des questions que nous allons évoquer en rapport avec l'insécurité qui se vit au pays. Vous l'avez évoqué. Quand vous dites que ce que disaient les chefs d'État hier, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Peut-être oui, peut-être non, parce que la réalité est autre. Sur terrain, les mal est profond, comme on dit. Les complots datent de très longtemps et les chefs d'État essayent de faire de son mieux pour nous faire sortir de l'impasse. Sinon, situation sécuritaire. À l'Est, ça urge toujours. Alors que nous avons l'accord de Washington, où d'aucuns pensaient que la présence des États-Unis, la présence de Trump pouvait faire peur aux Rwandais, pouvait faire peur à Kagame, mais sur terrain,
la réalité est complètement autre chose. Qu'est-ce que les Congolais peuvent faire pour sauver la nation, au-delà de ce que vous pensez déjà, parce que je sais que votre langage, c'est le dialogue. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je crois, dans mon propos introductif, j'ai essayé un peu de survoler, mais maintenant, vous allez me permettre d'aller dans le fond. C'est-à-dire, dans un conflit, surtout un conflit international, ce qui est vraiment, je ne suis pas expert dans le domaine, je vais tenter d'analyser, mais la vraie question, c'est, avant de parler d'abord d'un quelconque accord de paix, il faut chercher à savoir le nœud du problème. Même lorsque le médiateur vient, le médiateur va vous départager lorsqu'il a l'idée sur le nœud du problème. Et lorsqu'on a le nœud du problème, ça facilite, ça vous donne quand même, soit ça facilite au médiateur d'essayer un peu de vous départager. Il y a beaucoup d'exemples, mais je prends par exemple les cas, ce qui se passe au Moyen-Orient entre Israël et la Palestine, depuis 1948. Mais il a été démontré, et c'est connu de tout le monde, que c'est un problème de terre. Ouais. Alors, comme il y a un peuple, c'est-à-dire les Juifs, qui pensent qu'ils doivent récupérer cette partie, où les Palestiniens pensaient que la partie occupée aujourd'hui par les Juifs, c'est leur terre, vous voyez comment le combat est ride. C'est une question existentielle. Même les petits-enfants, les nourrissons, savent, c'est-à-dire le nœud du problème. Mais entre la RDC et le Rwanda, est-ce que vous avez l'idée sur le nœud du problème? C'est la convoitise, c'est la mauvaise foi, c'est la jalousie, c'est le Rwanda qui... Maintenant, si c'est la convoitise, si c'est la convoitise que vous faites, vous venez de dire là, bon, vous allez signer quel accord de paix pour que cette convoitise cesse? En d'autres termes, si je reste dans votre réponse, la convoitise... pas une parole de l'évangile, hein, j'ai répondu... je vais tenter parce que moi, je sais que tout ce qu'on est en train de signer avec Kagame depuis 96, c'est-à-dire 98, accord de Lusaka jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en dehors de la plaque. La vérité, elle est ailleurs. Restons dans l'hypothèse que c'est la convoitise. Mais depuis l'histoire de l'humanité, le monde est établi par les rapports de force. Le monde, c'est comme une jungle. Il y a ceux qui sont forts, il y a ceux qui sont faibles. Quand vous voyez par exemple une bête féroce, un carnivore qui veut broyer soit une antilope, mais bon, si vous interdisez à ce carnivore de manger l'antilope, mais le carnivore de son côté aussi va mourir avec ses enfants. C'est-à-dire sa vie dépend de la présence ou soit de sa proie qui est l'antilope. Mais c'est quand vous observez un peu la jungle. Parce que les bêtes féroces, les carnivores sont tellement nombreux, ils sont forts, ils sont puissants. Et que dans la jungle aujourd'hui, il n'y a plus des antilopes, il n'y a plus des herbivores. Mais les herbivores sont toujours là. En d'autres termes, Dieu a donné aussi aux herbivores l'intelligence de pouvoir vivre dans la jungle, malgré les bêtes féroces qui sont là. C'est-à-dire Dieu a créé le monde comme ça. Le monde, dans la pensée de Dieu, le monde vit dans la complémentarité. Dieu a voulu que les autres aient, par exemple, des potentialités, des ressources naturelles. Dieu n'a pas permis que les autres aient des potentialités, des ressources naturelles, mais Dieu leur a donné l'intelligence pour que celui qui a des potentialités ne puisse pas s'autosuffire et que celui qui a de l'intelligence vienne chercher les potentialités. Celui qui a aussi des potentialités naturelles puisse chercher celui qui a des potentialités intellectuelles pour que le monde vive comme ça. C'est-à-dire, si toi, qui as des potentialités intellectuelles, tu ne veux pas collaborer avec, mais tu vas mourir parce que tu as ton intelligence, mais tu n'as rien. Et celui qui a aussi des potentialités matérielles, tout ce que vous connaissez, et qui ne veut pas négocier avec, mais tu vas mourir avec, par un exemple terre à terre, nos aïeux avaient des diamants, tout ça, mais avant la présence de l'or blanc, qu'est-ce qu'on a fait avec? On dormait avec nos uranium ici, avec nos diamants, bon, qu'est-ce qu'on a fait avec? Il a fallu qu'il y ait une autre personne puisse venir avec son intelligence pour vous montrer l'importance de ce que tu as. Voilà, je donne un peu ce tableau-là, l'idée de la pensée spirituelle, la pensée divine de Dieu. De là, vous donnez directement raison. En d'autres termes, qui avait tendu la main à Kagame. Non, là je vais aller dans le fond. Là, je vais, non, ça c'est une mauvaise démarche. Ça c'est une démarche personnelle parce que fait Tshisekedi a un agenda personnel. Mais c'est ce que vous avez dit, non, le faible. Permettez-moi d'avancer. Ça, j'ai essayé de donner le tableau. En d'autres termes, si Kagame a des velléités expansionnistes, économiques, comme cela est connu de tout le monde, des velléités économiques, c'est-à-dire qu'il a besoin de nos minéraux, de nos ressources,
Et Kagame a aussi des velléités expansionnistes, c'est-à-dire il y a aussi un problème de démographie. Il veut récupérer la partie orientale pour la survie de sa population. Mais maintenant, c'est aux Congolais de s'organiser, comme j'ai dit, les antilopes. Peut-être nous sommes faibles, on n'a pas une bonne armée, on doit s'organiser pour que l'équilibre soit au profit de tout le monde. C'est ce qui se passe partout dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, si vous allez au Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'y a que 5 pays qui sont, entre guillemets, les pays permanents, les pays, bref, de grandes puissances. Mais d'autres pays là qui sont dans le monde, ils vivent comment? C'est-à-dire, ils négocient, ils travaillent. Lorsqu'il y a maintenant le vrai problème maintenant avec notre pays, les vrais problèmes avec notre pays, non, les vrais problèmes avec le Congo, c'est quoi? C'est que depuis un certain temps, je ne peux pas prendre le risque de dire que sous le régime de la FDL, c'est depuis le régime de Mobutu. On n'a pas si fait la différence entre la gestion publique et la gestion privée. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Il y a un problème d'inculturation. C'est-à-dire ceux qui ont la mallette du pouvoir étatique, ils pensent que la gestion du pays, c'est une gestion privée, comme la gestion d'une boutique privée. Ils peuvent faire des ressources matérielles, financières, ressources humaines, tous ceux qu'on a mis sous sa responsabilité, comme faire de ça comme il veut. C'est ce qui a fait que nous avons détruit le substance, le tissu qu'on appelle l'État. Lorsque j'ai fait allusion de l'État ici, notamment l'armée, c'est-à-dire la puissance publique. Vous serez d'accord avec moi, la vidéo existe. Ungwanda dit, lorsque cette histoire de la FDL a commencé, il est allé voir les maréchals, je crois qu'il était malade ici, c'est à Nice, quelque chose comme ça. Il dit au maréchal, j'ai été ministre de la Défense. Je connais les limites de notre armée. Si nous prenons le risque de nous affronter dans cette histoire, on sera perdant. Il serait mieux d'aller négocier. En d'autres termes, ce ne sont pas des Rwandais, des Ougandais qui ont détruit notre armée, mais c'est nous-mêmes qui ont détruit notre armée. C'est les Congolais eux-mêmes qui ont détruit. Puis avant que, dans les années 90, Ngwanda puisse dire que l'armée n'est pas à la hauteur, l'armée est désarticulée. Il y a même une autre vidéo où un sergent, je crois, qui dans une réunion des officiers militaires, qui a supprimé Mobutu pour dire que les maréchals, tout ce que les officiers vous disent ici, il ne faut pas tenir compte. L'armée a beaucoup de problèmes. Et James Kabarebe le confirme que lorsqu'ils faisaient leurs entrées et sorties pour essayer de contenir les Hutus qui étaient de l'autre côté, qui ont fui sur le sol congolais, ils se sont rendus compte qu'Ozaï avait pris l'armée. Pourquoi? Parce que les services, les systèmes défensifs de notre pays étaient corrompus. Donc ils entraient facilement. En d'autres termes, nous avons détruit les systèmes défensifs. On ne peut pas parler d'un État lorsqu'il n'y a pas un système défensif. Et permettez-moi cette parenthèse, nous aurons appris, même quand la guerre a commencé, et que les militaires partaient dans des camps pour prendre des chars de combat, d'aller dans les fronts, et on arrive comme ça, un char de combat bâché. En d'autres termes, c'est un char de combat neuf. Mais on démarre comme ça ne démarre pas, et on vérifie comme ça, le moteur n'est pas là. Donc on a déjà enlevé le moteur, c'est le moteur se retrouve au port là-bas, on a mis ça dans le bateau d'un général. Et vous connaissez même sous le, je ne sais pas, vous étiez encore trop jeune, sous le régime de Mobutu, il y avait des ports, les bateaux de tel général, c'est-à-dire les généraux étaient dans le business. Et le système de la FDL est venu faire la continuité, et Félix aussi est dans la continuité. Donc, en d'autres termes, nous avons notre part de responsabilité. Nous les Congolais. Nous les Congolais. C'est pourquoi dans laps de temps, quand les grandes puissances ont lâché Mobutu, et on n'avait pas un système défensif pour nous sécuriser, et c'était fini pour nous. Et même Félix aujourd'hui, sans l'intervention de la communauté internationale, nous ne sommes pas capables de faire face, même à un petit pays comme Burundi. Imaginez le Rwanda, qui nous malmène. Donc voilà notre part de responsabilité. C'est-à-dire, en réalité, sur le plan des relations internationales, chaque État est libre. Mais voilà l'exemple patent là, lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici. Est-ce que vous imaginez en violation des droits, de tous les instruments internationaux où le président Trump va envoyer ses militaires d'aller capturer un chef d'État, un autre président? Ça, c'est le rapport de force. C'est entre les intérêts. Ça, c'est les intérêts qui comptent. Lorsque nous discutons avec vous ici, une autre grande puissance, la Russie,
ou le président Poutine, qui a envahi un autre pays. Ça, c'est les relations internationales. Lorsque nous discutons avec vous ici, la Chine, qui a envahi je crois, le Taïwan. Mais qui peut reprocher qui? Parce que j'ai ouï apprendre ici que le président russe, c'est qui encore Poutine est en train de condamner Trump. Mais ce que lui fait en Ukraine. Voilà. Alors, si je reste dans cet angle-là, c'est-à-dire ceux qui veulent de nos ressources, quelque part, j'ai dit en relations internationales, parce que je suis congolais, je ne peux pas accepter qu'un autre pays puisse venir nous envahir, nous tuer. Mais je parle ici comme un intellectuel. C'est que cette histoire ici, d'envahissement des États, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Essayez d'interroger l'histoire, faites une analyse comparative depuis la Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale. Vous serez d'accord avec moi que même la France et la Belgique ont été envahies. L'Europe a été envahie par l'Allemagne, par de grandes puissances. La Première Guerre mondiale n'a pas eu lieu ici au Congo. Alors nous ensemble là-bas. Donc, en d'autres termes, Kagame, Museveni et les autres peuvent réfléchir, peuvent avoir des velléités pour la destruction de notre pays, mais où est maintenant notre part de responsabilité? La gestion d'un État, ce n'est pas la gestion d'une congrégation, d'une église. Même dans nos églises aujourd'hui, les pasteurs sont prudents, ils marchent avec des miels parce qu'ils savent qu'on peut aussi vous poisonner, vous empoisonner. Donc, en d'autres termes, pour répondre à cette question, tout ce que Félix a fait, depuis l'entrée de la FIDEL, j'ai déjà épinglé la faillite du régime de Mobutu dans les années passées, qu'avant les années 90, dans les années 80-70, cette armée était une armée représentative, une armée puissante qui a fait beaucoup d'opérations, beaucoup d'interventions ici en Afrique, que tout le monde connaît, même en Libye. Mais à un moment donné, on a détruit l'armée, comme on venait de rappeler ici. Maintenant, quand les Rwandais sont venus ici, sous la complicité de nous-mêmes Congolais, par puis nous citons les noms emblématiques, notamment Laurent Désiré Kabila. Mais il ne faut pas ignorer que sur le plan politique, l'IDPS a joué un grand rôle. Parce que dans les années 90, tout le monde sait que Papa Tshisekedi, c'est lui qui incarnait la légitimité populaire en termes de l'opposition dans les années 90. Et il y a des vidéos qui existent où l'IDPS a soutenu officiellement l'entrée de la FIDEL en disant que notre compatriote Laurent Désiré Kabila, il fait l'opposition armée. Nous sommes ensemble. D'abord, il avait mis en place même un gouvernement où l'IDPS avait réservé d'autres postes pour leurs amis de la FIDEL. Mais et nous faisons l'opposition. Je vous en prie, nous faisons l'opposition non armée. Tshisekedi, le regretté, le Sphinx, avait demandé à Kabila de payer la facture pour faire retourner le Rwandais qui était venu avec lui. Bon, ça c'est la démagogie. Permettez-moi de dire la vérité. C'est que on pouvait, personnellement d'abord, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup estimé, Papa Tshisekedi, mais il pouvait avoir raison s'il avait dit ça à l'entrée de la FIDEL. C'est-à-dire lorsque les grandes villes commençaient déjà à tomber, Kisangani, Nord Kivu, Sud Kivu, là je serais d'accord avec lui. Malgré tous les mal que Mobutu faisait, il pouvait dire que ouais, nous avons peut-être besoin de votre courage, parce que Mobutu n'a pas voulu respecter les résolutions de la conférence nationale souveraine, venez, mais pas avec des étrangers. Mais c'est l'IDPS a fermé les yeux. C'est la raison pour laquelle la FIDEL a rémunéré l'IDPS en termes de nomination des gouverneurs. Vous connaissez l'histoire de M. Chadari et beaucoup de gouverneurs qui ont été nommés, même de Théophile Mbemba, tout étaient des membres de l'IDPS. Ça dit, c'était ça. Donc on a facilité parce qu'on avait l'émotion, on avait la rage, on ne supportait plus Mobutu, malgré les mal que Mobutu avait fait, mais nous avons accepté que les étrangers viennent, entre guillemets, on les a considérés comme les libérateurs. Alors, à votre manière, vous avez brossé l'histoire. Félix, pour aller maintenant. Actuelle. Alors, tous les accords qu'on a signés, je vous en prie. Voilà la vérité. Tous les accords qu'on a signés avec Laurent Désiré Kabila et M. Kabila fils. Non. Le président ougandais, Yoweri Museveni. C'était des accords de complicité. Ce n'était pas des accords pour l'intérêt de notre pays. C'est-à-dire, c'était la classe politique qui signait ces accords qui étaient bénéficiaires. Passant par Laurent Désiré Kabila jusqu'à l'entrée de Joseph Kabila jusqu'à Félix aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? La classe politique congolaise ou la classe dirigeante, quand je parle de la classe politique, ça, je parle tout le monde, mais il faut enlever Fayulu là-bas et peut-être Mukwege. Mais tous ceux qui sont restés, je peux vous dire 98 à 99% de la classe politique congolaise sont passés soit direct ou indirect sous les mamelles de Kagame et de Museveni, prendre des armes
ils ont été soutenus financièrement, militairement, et même en termes de personnel, pour tuer leurs compatriotes, je pèse bien mes mots, pour tuer leurs propres compatriotes congolais, en fait d'arriver aux affaires. Et cette classe politique est redevable, je souligne là, est redevable à Museveni et à Kagame. Kagame et Museveni ont réussi de nous dominer, non pas par une guerre classique comme Trump fait bon, comme Poutine fait aujourd'hui, mais c'est pas une guerre par procuration. C'est-à-dire qu'ils recrutent des Congolais et les Congolais protègent Kagame Museveni. Tous ceux qui ont été soutenus par ces gens-là n'ont jamais indexé, pendant leur parcours, indexé ces gens-là. Prenez l'exemple de Laurent Désiré Kabila. De 96 à 98, il n'a jamais dit aux Congolais que derrière lui, il y avait des Rwandais. Mais c'est en 98, lorsqu'ils se sont maintenant... lorsqu'ils ont eu maintenant des problèmes, qui commencent à dire aux Congolais que ce sont des Rwandais. Ils disent non, ce n'est pas tous les Rwandais, ce sont des Tutsis qui veulent nous dominer. Ils ont tué, ils ont pillé. Et vos confrères journalistes, même des médias internationaux, ils ont dit mais pourquoi tu n'as pas dit ça depuis longtemps? Et à un moment donné, il ironise même. Il dit quand j'ai dit à l'armée rwandaise de quitter, je vois même des ministres congolais, c'est par là j'ai compris que c'était des étrangers. Mais comment un chef de l'État peut nommer un ministre sans avoir l'idée sur son CV? Vous voyez maintenant, ça c'est juste un exemple pour te montrer notre part de responsabilité. Bemba est passé par là. À un moment donné, Bemba est allé même plus loin pour dire que j'avais seulement quelques insultés ougandais, mais en réalité, suivez l'émission de parcours chez votre confrère Christian Thierry Kambunde, suivez Thomas Louaka. Suivez, je viens de suivre dernièrement ici le professeur Njoli. Suivez tous ceux qui sont passés par là, vont vous montrer comment Museveni et Kagame ont eu la même mise sur la classe politique congolaise. C'est-à-dire tous se sont passés par là. Même Mendes, essayez de voir un peu des vidéos de ces gens-là, la manière dont ils ont parlé, si tout ce qu'il y a dans notre pays en termes de rébellion. Bref, ce sont des rébellions de Kagame et Museveni, mais des Congolais ont été mis en avant comme des marionnettes. Aujourd'hui, jusqu'à Nanga. Nanga, je termine par là, permettez-moi dans une minute pour vous laisser. Nanga, jusqu'aujourd'hui, Nanga dit que c'est lui. Et il faut être un imbécile pour ne pas comprendre que Nanga est en train de mentir. Puis c'est Nanga a rejoint la rébellion en 2022. Mais qui ne sait pas que l'M23 a existé avant 2022. Vous voyez maintenant, ça c'est notre part de responsabilité. Maintenant, la classe politique, surtout nos amis de l'IDPS, mais vous avez l'idée des accords que Papa l'IDPS via Papa Tshisekedi ont signé avec Kagame. Notre aîné, je le salue, Mouba, qui a fait même presque 2 ans au Rwanda. Lui-même nous a fait la restitution ici. Les Juifs, il est allé voir même raconter la famille de Kamere, où il a vu même la crème intellectuelle, tous les officiers du régime au Rwanda qui faisaient des courbettes. C'est dans ce sens-là que je vous dis, nous sommes redevables à Kagame et à Museveni. Alors pour sortir dans ce gouffre, monsieur, dans ce trou noir, ce n'est pas une question de M. Tshisekedi de passer à la télévision ou dans les médias sociaux, dire que nous sommes agressés par un État étranger. Non! Il y a une partie de vérité dans ce qu'il dit, mais il y a une autre vérité, une partie, c'est-à-dire notre responsabilité endogène. En d'autres termes, ces gens-là sont forts aujourd'hui dans notre pays, c'est parce que nous-mêmes, nous avons cohabité avec ces gens-là. Et Félix arrive aussi. Félix qui nous a rappelé dans un point de presse conjoint avec Macron, il dit que Kagame tue dans ce pays pendant 3 décennies. Félix a l'idée sur le rapport mapping qui prend la date de 93 à 2003. Félix n'était pas président de la République. Et il a l'idée sur toutes les opérations, les massacres qui ont eu lieu commis par les Rwandais. Mais Félix, il vient, il réunit des accords avec Kagame et Museveni. Ce n'était pas pour, voilà, je termine par là, ce n'était pas pour l'intérêt des Congolais. Même le jour de la proclamation des résultats définitifs, vous avez vu, vous avez suivi, comme tout le monde, l'intervention de l'Union africaine. À cette époque-là, Kagame et les autres, c'est Kagame qui assurait la continuité de l'organisation. L'Union africaine a dit, il faut stopper ces résultats, nous venons faire les recomptages pour avoir de bons résultats. Mais M. Kabila a envoyé une délégation, M. Kutunde Viva et les autres sont allés voir Kagame.
Voilà notre part de responsabilité. C'est-à-dire, sur le plan psychologique, Kagame, il pense dans sa tête, Museveni, que ceux qui sont au Congo, c'est leur pantin. C'est-à-dire, ce sont eux qui mettent les dirigeants au Congo. Maintenant, pour terminer cette histoire, on doit se mettre ensemble. On doit se mettre ensemble, poser le vrai diagnostic. Pourquoi nous sommes arrivés à ce stade ici? C'est parce que la gestion interne a posé beaucoup de problèmes, de dégâts. C'est ce qui a fait que d'autres Congolais naïfs qui n'ont pas les mentats d'acier comme Fayoulou se sont laissés aller se jeter. Permettez-moi de vous même cette parenthèse. Dans la dernière mission du professeur Njoli dit ceci. Quand on l'a proposé d'aller rejoindre la rébellion, il dit, moi j'ai été militaire, je ne peux pas aller dans une rébellion où ce sont des Ougandais. Parce qu'on l'a intéressé d'entrer à l'MLC. Ce sont des Ougandais qui commandent. J'ai dit la vidéo de l'émission, il vient de faire des missions pas même une semaine. C'est pas sage, vous n'allez pas me chercher à m'arrêter quand vous arrêtez les autres. Non, il est en train de diffamer. Njoli dit, je ne pouvais pas, tant qu'un militaire formé, être sous la direction de ces gens-là, c'est-à-dire l'armée ougandaise. Mais notre Nebemba nous a pas dit ça. Il a dit qu'il y avait quelques insultants ougandais qui ont formé ces militaires, après ils sont partis. Voilà la responsabilité des Congolais. Donc on doit se mettre ensemble. C'est-à-dire même lorsque nous parlons de l'infiltration aujourd'hui, ce n'est pas l'œuvre seulement de Kagame Museveni. C'est-à-dire c'est une infiltration par complicité. Et ce n'est pas limité sous Kabila jusqu'à Feti Sekedi. Parce que j'ai la dernière vidéo où M. Kamere a dit, je crois que c'était en Suisse, il dit ceci, vous parlez de la stigmatisation, que les Tutsis sont stigmatisés au Congo, mais je vous rappelle que les Tutsis sont au sommet à la présence jusqu'à là-bas, en bas, c'est pas moi. Est-ce que c'est Tutsi-là Kamere nous a dit ici sous le régime de Feti Sekedi? C'est toujours puis on va dire ici, les amis de l'île de Pes vont dire que l'infiltration c'était sous le régime brassage de Kabila. Mais quand Kamere a dit là, c'est sous le régime de Kabila. Donc, en d'autres termes, nous avons une lourde part de responsabilité. On doit se mettre ensemble, définir le vouloir vivre ensemble, créer de nouvelles dons, des réformes consensuelles pour faire sortir notre pays dans ces trous gouffres. Mais si Feti Sekedi pense qu'il fait tout ce qu'il est en train de faire là, voilà, je crois que vous-même vous avez dit, il est allé jusqu'à signer des papiers avec des Américains, c'est-à-dire la grande puissance. Il n'y a pas la solution. Non, moi, j'ai posé comme question. Mais sinon, l'accord cadre a été signé le 27 juin, non? Vous avez dit. La ratification, ils ont fait ça le 4 décembre. Revenons d'abord par rapport à ce que vous avez dit. Oui. La responsabilité, comme aussi nous qui sommes Congolais, vous avez dit que nous avons une part de responsabilité. Une lourde part de responsabilité. D'accord. Mais, en chiton, vous parlez du dialogue. Ce qui dit, d'après vous, il faut que les Congolais se mettent ensemble autour d'une table, lever les options pour que la paix soit retrouvée. Vous oubliez, je prends deux noms seulement que vous avez cités aussi. Vous avez dit clairement que, à nos jours, nous ne sommes pas des dupes. On peut comprendre que tout ce qui dit Nanga, c'est du mensonge, parce que Nanga est allé après, les M23 avaient commencé avant, comment expliquer qu'il vient à la tête. Donc, donc il y a la main rwandaise et une armée rwandaise derrière. Et la résolution 27 septembre. Vous avez parlé aussi des Kabila. Oui. Alors, si aujourd'hui on organisait un dialogue dont vous souhaitez, Kabila, Nanga autour de la même table, alors que vous reconnaissez, vous savez que ce sont eux qui tuent, ce sont eux qui dealent avec Kagame, avec Museveni. Ne voyez-vous pas que ça sera du bonnet blanc, blanc bonnet? Je réponds à trois niveaux. Le premier niveau, je crois, pour cette question, la réponse est là. Félix lui-même est en train de négocier. Vous l'avez suivi même en Belgique. Il a dit la solution pour ces problèmes, c'est entre toi, Kagame et moi. C'est en dehors de ça. Ils ont signé des papiers, ils ont signé les accords avec Kagame. Ils ont signé même l'intégration régionale économique avec nos minéraux. Ils vont exploiter nos minéraux ensemble avec Kagame. Ils sont à Doha avec Nanga. Vous voyez? C'est-à-dire ça, ce n'est même pas un débat. Mais moi, je prends l'explication soit ma question est dans le sens où... Je comprends, ces gens-là ont pris des armes. Si on se retrouve, c'est pour vider les prétextes à Nanga, plutôt, à Kagame et à Museveni. Oui. Mais alors, vous reconnaissez que, à titre d'exemple, Nanga est avec
Moi, je comprends. En d'autres termes, vous voulez aussi nous dire qu'il ne faut pas négocier. En d'autres termes, vous voulez dire qu'il ne faut pas négocier avec ces gens-là parce que vous avez dit qu'ils sont en complicité avec ces gens-là. Si nous négocions avec ces gens-là, il n'y aura pas de solution. Mais j'étais déjà dit que le gouvernement négocie avec ces gens-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, je prends le point de vue, soit l'explication d'un expert. Il y a un terme approprié que je cherche là. C'est-à-dire un expert Ngwanda. Un expert. Qu'est-ce que Ngwanda dit? Je crois que j'ai relevé ça ici. Ngwanda dit ceci. Lorsque c'est-à-dire, j'ai l'idée sur les rapports de force entre l'armée congolaise, ou zaïroise à l'époque, et ceux qui viennent, et que nous sommes limités. Ngwanda dit ceci. Lorsque vous vous rendez compte, vous n'êtes pas en position de force pour faire une bataille, pour livrer une bataille, il faut négocier. Ça, c'est le point de vue d'un expert en théorie de guerre. Ça dit Ngwanda. Personne ne peut l'ignorer. Ça dit, si Ngwanda dit, si peut-être on avait négocié, on ne serait pas. Je vais en venir. C'est ce que Kinshasa fait à nos jours, non? Non, vous avez parlé de Doha. C'est une négociation. Non. Vous avez parlé de Washington. C'est une négociation. Vous me relancez toujours, vous allez comprendre pourquoi ça ne marche pas avec Kinshasa et ces gens-là. Il faut négocier. Maintenant, la troisième donne, soit le troisième volet, c'est que l'avantage que nous on a, c'est que ces gens-là qui nous combattent, que Kagame Museveni soutiennent, prétendent être Congolais. C'est ça notre avantage. Ils ne sont pas étrangers. Ils ne se disent pas Rwandais, Ougandais, Burundais. Ils disent qu'ils sont Congolais. Mais nous savons qu'ils ne sont pas majorité, ils sont minorité. S'ils sont devenus forts de 96 jusqu'à aujourd'hui, parce que les accords, que les différents accords signés avec ces gens-là et nos différents régimes, c'était en défaveur des Congolais. Ceux qui signaient ces accords, même peut-être les fameux accords que Raymond Tshibanda sous régime de Kabila a signé, c'était pour la conservation du système. Vous serez d'accord avec moi, ils ont signé l'accord, mais ils ne voulaient pas que les Congolais chassent les Congolais aient l'idée sur l'accord. Souvenez-vous qu'Amer a perdu même son poste, parce qu'en conformant à l'article 213 de la Constitution, et que le chef de l'État peut ratifier des accords internationaux, mais ça doit être discuté au sein du gouvernement. On informe le Parlement. Comme le Parlement n'était pas informé, Kamer est monté au créneau pour dénoncer. Il a perdu son poste. En d'autres termes, le gouvernement n'a pas voulu. Il savait que si le gouvernement savait que si le peuple est informé de cet accord, un accord déséquilibré au profit des envahisseurs, on sera mal vu par la population. Voilà la difficulté de tous les accords que nous signons. Donc, on signe les accords pour l'intérêt de la classe politique, ou soit de la classe dirigeante qui sont là. Est-ce que vous imaginez comme notre aîné, José Makila vous a dit dans un passé récent l'année dernière ici. Il dit, à l'époque là, je crois de 2011 à 2013 là, nous étions à l'opposition avec les Félix et les autres de Badibanga. Il y avait une réunion entre M23 et tout le monde sait qu'M23 est soutenu par les Rwandais et les Ougandais. Mais ils avaient une invitation de Museveni pour qu'ils puissent dealer ensemble avec ces gens-là à Kampala. Et tout le monde était d'accord, c'est les Fayoulou qui ont empêché ces déplacements. Mais pourquoi ils n'ont pas dit aux Congolais? Puis Makila vient nous dire ça aujourd'hui, combien d'années après? Mais pourquoi si cet accord-là était au profit des Congolais? Oh là, l'accord, la démarche c'était quoi? On signe l'accord avec l'M23 pour déstabiliser. Mais le peuple n'était pas informé. Mais l'opposition se battait pour le peuple. Félix et les autres, Badi Bangassa, c'est pas moi, c'est Makila qui dit qu'ils étaient d'accord de partis. Mais nous, on ne savait pas ça. Moi, je voyais Fétis Sekedi comme un sauveur, quelqu'un qui se bat de Badi Bangala à l'époque. Je voyais que vraiment des compatriotes, des aînés qu'on estimait, qu'on avait beaucoup de respect. Oh, ils étaient aussi en connivence avec Museveni. Oh, ces gens-là savent que ce qui se passe au Congo depuis 1996, Museveni et Kagame est les responsables. Voilà notre responsabilité. Et la troisième donne, c'est que comme ces gens-là prétendent être Congolais, ils seront dilués. C'est-à-dire quoi? Dans un accord, un dialogue transparent, un dialogue inclusif, avec les résolutions qui seront opposables à tout le monde. Ces gens-là qui prétendent être Congolais, même si nous savons que ce sont des étrangers, mais ils ont, d'abord aujourd'hui c'est difficile de dire qu'ils sont étrangers parce que c'est l'essentiel d'avoir une carte d'électeur. Félix, l'enfant de Tshisekedi, je crois qu'il va totaliser 8 ans, on n'a même pas la carte d'identité. Donc c'est difficile de dire que, je vous en prie mon frère, c'est difficile de dire que ces gens-là ce sont des étrangers. Ils prétendent être Congolais. Donc allons avec ces gens-là dans un dialogue transparent, inclusif,
où les résolutions, différemment à tous les accords signés dans le passé, où les résolutions seront à la place publique, où les Congolais sauront comprendre qui est qui. Et après, je vous en prie, je termine par là. Et excusez, après, allez maintenant dans un processus transparent, c'est-à-dire les élections démocratiques, dans un processus transparent, inclusif, et laissez maintenant la population de voter ces gens-là que vous prétendez être Congolais, qui sont Rwandais, s'ils seront élus. Mais nous étions aux élections après Sun City. Nous sommes allés ici, aux élections de 2006-2007. Il y a quelqu'un qui était vice-président ici, vice-président très intelligent. Il a eu combien de pourcents? Les Congolais ne sont pas des dupes. Ils seront broyés par la population. Ça, c'est maintenant, il faut laisser la donne sociologique. Parce que même dans nos différents milieux que nous vivons, moi, par exemple, je suis de l'autre côté de l'Équateur. Mon frère, si vous quittez Kinshasa, il y a des Batékés de la RDC, il y a des Batékés de l'autre côté. Il y a des Banounous de l'autre côté, il y a des Banounous de l'autre côté, jusqu'au Centrafrique là-bas. Mais nous connaissons, mon frère. Si un Monounou, un Motéké de la RDC parle, et l'autre parle, on se connaît, mon frère. Nous connaissons. Donc il faut laisser maintenant la dimension sociologique, ces gens-là seront broyés par la population. Parce qu'en termes de rapport de force, pour terminer mon frère, en termes de rapport de force, Félix Tshisekedi ne saura pas détruire ces gens-là. Preuve à l'appui, aujourd'hui, il est essoufflé. Parce qu'on s'attendait des Américains. Et l'Amérique, parce que dans les années, début 2025, qu'est-ce que le régime nous a dit? Nous allons signer un deal avec l'administration américaine en contrepartie avec nos minéraux pour que ces gens-là nous apportent la paix. Mais ils arrivent là-bas, on leur impose de signer des accords d'intégration régionale, notamment le point de accord bilatéral avec les génocidaires, sans passer par une justice traditionnelle. Ça dit qui est le gagnant? C'est Kagame. Et si vous allez, je ne sais pas, si c'est peut-être on va aborder ça dans les derniers points, le fameux... je vois même un message là qu'on a je crois c'est un tweet de mon jeune frère Nathanaël. On dit, il a répété, il a dit si c'est l'armée rwandaise n'est pas au Congo, c'est tout. Mais c'est ce qu'ils ont signé au Rwanda. Pardon, en Angola. Les Conox, vous n'avez plus l'idée, c'est ça. C'était quoi? C'est que le gouvernement congolais a reconnu que l'armée rwandaise n'est pas sur le sol congolais, mais M. Kagame a mis un système défensif. Pourquoi? Parce que le gouvernement congolais menace le Rwanda. En dehors de ça, le gouvernement congolais est en train d'utiliser des FDLR. Alors pour que M. Kagame retire son système, il faudrait que l'armée congolaise puisse faire quoi? Mais quand ils sont allés à Doha, ils sont allés aux États-Unis, est-ce qu'ils ont changé cette disposition? Mais d'après vous, c'est quoi le vrai problème du Congo? C'est les dialogues que vous proposez, que vous pensez que cette fois-ci, si on arrivait à organiser un dialogue inclusif, ça va nous porter solution? Ou bien nous avons déjà des résolutions, nous avons de bons textes ici au pays, mais apparemment c'est l'applicabilité qui pose problème. Est-ce que si on organisait les dialogues aujourd'hui, vous publiez les résolutions à la portée de tous les Congolais, qu'est-ce qui nous rassure? Qu'est-ce qui vous rassure que la mise en application, la mise en applicabilité, voulais-je dire, ne causeront pas du tort? Bon, la réponse elle est simple. Ce que vous venez de dire là, c'est existentiel, c'est très important. C'est-à-dire, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, nous avons de beaux textes. Yeah. Mais le problème, c'est de l'applicabilité. Mais si nous continuons de cette voie, nous sommes en train de constituer un suicide collectif. Le pays disparaîtra. Même si vous faites tout ce que vous faites là, arrêtez les gens, levez les gens, vous croyez que vous allez faire peur à tout le monde pour vous laisser le pays de diriger éternellement. Il y aura toujours des Congolais qui iront soit chez Museveni, soit Kagame, soit en Angola, dans les 9 pays frontaliers ici, et si c'est pour venir le cas, de la solution. Pensez-vous que si vous organisez les dialogues, et cela mettra fin à ce genre de pratiques? Mais c'est ce que je parlais ici tantôt, c'est le problème de culture politique. On doit arriver à comprendre qu'on a quitté le système monarchique. Et c'est le dialogue qui va apporter cette culture politique. Oui, c'est ça la solution, parce qu'on n'a pas une autre solution. On a que soit le dialogue, soit utiliser la violence et la force. Mais en termes de rapport de force, vous ne voyez pas les communiqués chaque jour. Nous retirons. Nous avons peur que les militaires
et la poisson de la population soit touchée. Mais on se retire jusqu'à ce qu'on va se retrouver dans l'océan Atlantique. Jusqu'à ce que ces gens-là vont arriver à Kinshasa. Mais c'est les mêmes rhétoriques que l'armée de Mobutu utilisait à l'époque. On se retire jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Kinshasa. Donc en termes de rapport de force, nous ne parvenons pas. Donc la deuxième option, qui est la meilleure aujourd'hui, qui sera aussi moins coûteux, c'est le dialogue. Parce que ces gens-là prétendent être congolais. Et le Congo a plus de 100 millions d'habitants en termes de population. Ces gens-là, c'est une affaire, c'est 13 millions. Même si on va récupérer 1 million dans le dialogue-là, ils seront dilués. Ils ne sont pas dupes. Je t'ai donné l'exemple ici. La position de il y a un vice-président ici, d'un plus 4, il a obtenu combien? Lui qui se prétendait être de Massissi, de cet espace-là, il a obtenu. Est-ce que vous savez que l'RCD occupait 55% du territoire congolais? 55% du nord de province orientale jusqu'au sud Kivu. Mais pendant les élections, il a obtenu combien? Est-ce qu'il a revendiqué, il a dit qu'on l'avait trompé? Pardon, on avait volé ses voix. Le peuple n'est pas dupe. Ça dit, ces gens-là, pour devenir congolais, ils ont eu la vague de congolais. Ça dit, il faut comprendre comme ça. Moi, quand on dit même, hein, voyez, le papa là, si c'est le ministre, l'ancien ministre là, qui a si c'est fait fabriquer les documents pour avoir le nom de Kabila, là, quelque chose comme ça, le Katangé là. Moi, si c'est vrai, moi je ne condamne pas Kabila. Le problème c'est, je peux permettez-moi pour vous laisser la parole, j'ai un ami congolais qui travaille avec un Libanais. Maintenant, il était dans l'administration. C'est lui qui faisait beaucoup de documents, de papiers de ces Libanais. Les Libanais, ils gagnent de société ici au Congo. Maintenant, qu'est-ce que le monsieur faisait? Il pensait que les Libanais, là, je ne sais pas si c'est son papa, si c'est son grand-père. Au lieu d'aller prendre un document au nom d'une société personne morale pour payer peut-être une taxe un peu volumineux, les impôts volumineux, lui, il prenait le document à son nom. Ça dit comme personne physique, pour réduire les taxes et tout ça. Bon, personne physique, d'ici le plan administratif, le prix c'est différent. Mais un jour, il a beaucoup fait pour que l'entreprise là soit implanté ici au Congo. Et le monsieur est devenu millionnaire. Après un jour, le monsieur les chasse. Et il m'appelle et dit, papa, mon document, il est au Salawana. Mais entre toi et les Libanais, qui est intelligent? Si ces gens-là sont devenus Congolais, si ils sont dans notre armée, il n'y a aucune ordonnance ici signée par Kagame Museveni, nomme ces gens-là. Donc nous avons notre part de responsabilité. Dialogue. Ok, vous parlez dialogue, ce qui n'est pas mal non plus. Mais la position de Kinshasa jusqu'ici reste inchangée, dans le sens où on peut vous dialoguer, mais vraiment pas avec ceux-là qui collaborent directement avec Kagame, comme vous avez dit. Pas avec ceux-là. C'est un argument balayé déjà. Ils sont déjà négociés avec qui? Évoluer, s'il vous plaît. Pas avec ceux-là qui continuent à tuer les Congolais. Pourquoi ne pas, sachant que il faut aller à qui? Vous avez reconnu à Nanga, à Kabila et les autres. Vous avez reconnu, vous, sur ces plateaux, que Nanga coopère avec Kagame. Oui. Nanga a les soutiens de Kagame. Vous l'avez reconnu sur ces plateaux. Pourquoi ne pas créer un front commun? Vous qui êtes les Congolais, on peut dire que, bon, peut-être ce n'est pas la belle expression, mais je la prends quand même. Vous êtes des Congolais qui, là où jusqu'ici, vous n'avez pas encore trahi. Vous êtes les Congolais purs, je vous prends les autres, tout ça là. Pourquoi ne pas constituer un bloc? Et maintenant, cette fois-là, faire face à ceux-là qui sont des mèches avec les ennemis, à ceux-là qui sont aujourd'hui les ennemis du Congo, de la RDC, à ceux-là qui sont considérés comme rebelles. Pourquoi vous voulez seulement organiser un dialogue avec tout le monde alors que vous savez très bien qu'ils vont s'amener avec les agendas du Kagame et de Museveni? Chers compatriotes, est-ce que vous pouvez, bon, vous êtes journaliste, je ne peux pas vous poser la question, mais je pose la question à ceux qui nous regardent. Est-ce qu'on peut avoir l'idée, dans l'histoire de l'Afrique centrale ici, dans la région, sous-région, même au niveau de la région, au niveau de l'Afrique, après les années, c'est-à-dire dans les débuts des années 60, il y avait beaucoup de désordres partout ici. Est-ce que vous avez l'idée d'un groupe rebelle, d'un pays qui a commencé ce mouvement et on a tué tout le monde? On a tué tout le monde et la rébellion a pris fin. Peut-être on peut tuer les leaders, mais il y a eu toujours des réconciliations. Et les autres, prenons l'exemple de l'Angola, entre Savimbi et Eduardo. Mais quand Savimbi a été tué, n'est-ce pas que les autres qui ont voulu intégrer et revenir au pays sont rentrés? C'est pas ça. J'ai dit ceci, voilà ce qui se passe au Congo. Le problème d'abord, c'est Kagame et Museveni, comme vous avez donné la réponse au début, ils ont des velléités expansionnistes économiques. Ils veulent notre pays. Mais c'est nous qui devrons nous souder sur le plan interne pour ne pas donner de prétexte à ces gens-là.
Mais si le plan interne, la manière dont nous sommes en train de faire, peut-être on va aborder ça le dernier point, la manière dont on est en train d'arrêter. Et ils oublient même qu'en arrêtant les gens comme des Chadar et les autres, là, comme la manière dont vous êtes en train de faire, vous êtes en train de crédibiliser encore. Parce que ces gens-là ont fait beaucoup de mal ici. C'est-à-dire, s'il y a des bavures que ces gens-là commettent, nous ne sommes pas là pour défendre les gens qui commettent des bavures ou qui sont en complaisance avec l'ennemi. Mais faisons des choses de la manière transparente. Donc vous, vos services de sécurité, ils n'ont pas encore les informations, ils arrêtent et après ils commencent à chercher les informations. Puis c'est ce que moi je sais dans le peu de connaissances qu'on nous a donné. C'est-à-dire les services de sécurité travaillent en amont. Et quand ils ont tous les éléments, ils mettent ça à la disposition de la justice. À ce moment-là, on met la main sur les incriminés. Et on les traduit à la justice. Nous avons même la Constitution. Mais si votre politique, votre stratégie, c'est d'accueillir d'abord déjà, d'enlever les gens, de les cacher là-bas pendant 2 mois, 1 mois, 3 mois après, de venir sortir, demander des pardons, tout ça pour humilier les gens. Mais vous êtes en train de crédibiliser ces gens-là parce que tous les Congolais vont oublier tous les mal que les Chadars nous ont fait dans ces pays. Vous ne gagnez pas, vous gagnez pas. Donc, pour moi, mon frère, ce n'est pas, même aujourd'hui, si Nanga meurt, ne pensez pas qu'on aura la paix au Congo. Ne pensez pas que si Kabila meurt aujourd'hui, parce que les amis de l'IDPS, je vois souvent dans les réseaux sociaux, Mamba est gravement malade. Ça dit les gens là qui sont là, si tu es gravement malade, ils mettent après, ces gens là sortent encore, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Ça dit, ils pensent que si ces gens là meurent, alors la guerre est parfaite. Non! Même si on aura des... Pardon, Kagame aussi meurt aujourd'hui. C'est un système qui est ancré dans le régime rwandais. Si Kagame meurt aujourd'hui, c'est son enfant qu'on est en train de préparer qui va prendre les relèves. Si Museveni meurt aujourd'hui, c'est son enfant qui nous menace là qui va continuer. Donc ici, il faut d'abord définir, organiser notre société. Donc, mais la difficulté avec nous-mêmes ici, c'est que, par exemple, pour le cas de Félix, d'abord, quand les autres disent que Félix ne veut pas le dialogue, il dialogue déjà. Dernièrement, ici, il a fait des consultations. C'est aussi une forme de dialogue avec notre né, Gessali. Les autres sont allés là. Avec maintenant, les dialogues, je vous en prie, les dialogues que Félix refuse, c'est les dialogues made in de prêtres et de l'ECC. Pourquoi? Parce que Félix a un agenda personnel. Lequel? C'est d'aller au-delà de 2028. Félix il veut rester au pouvoir au-delà de 2028. Il sait que certes, cet accord-là, ce dialogue-là, va ramener la paix au Congo. La raison pour laquelle même les rebelles demandent ce dialogue. N'est-ce pas que les prêtres sont allés de l'autre côté? Je vous en prie. Voilà les prêtres sont allés de l'autre côté. Ils ont été avec Nanga. Nanga a accepté. Les dialogues, pardon. Quand le rebelle demande les dialogues, vous aussi vous demandez les dialogues, il y a de quoi se poser des questions. Mais du moins, vous avez évoqué l'année 2028. Fayou a demandé les dialogues depuis 2019. Nanga n'était pas encore rebelle. Vous avez parlé de 2018 pour les élections. Vu la réalité, 2028. Vu la réalité, vu la situation actuelle, la configuration du pays, donc l'occupation, l'Est, la guerre, un peu partout là, est-ce que vous pensez que si on arrivait en 2028 avec la même situation, il y a lieu de parler élection? Si oui, ça sera pour quelle finalité? Pour élire qui? Et quelle crédibilité allez-vous donner? C'est comme ça, je venais de dire tantôt que nous sommes en train de constituer un suicide collectif. Parce que, selon moi, ça c'est mon opinion personnelle, je vois 3 tableaux chez nos amis qui sont au pouvoir. Le premier tableau, ils ne veulent pas le dialogue. MAD, comme je venais de dire ici, des prêtres catholiques, ça dit pas le pacte social. Ils pensent prendre un peu le temps jusqu'à peut-être fin 2027, vers les années 2027, pour organiser l'année prochaine, pour organiser le dialogue. Mais ça sera peut-être fatal, parce que je ne pense pas que ces gens-là, même ceux qui ont pris des armes, et ces gens-là accepteront de négocier avec Félix Tshisekedi en 2027. Et ils vont légitimer parce qu'il va donner l'argument, notamment comme on venait de dire là, on n'a pas le temps d'organiser. D'abord, peut-être ils vont commencer à faire des régulations comme Kabila a fait aussi. Il faut faire les recensements, il faut identification des Congolais, vie aussi, ça, on n'aura pas le temps. Et le régime sera affaibli. Personne n'acceptera de négocier avec Félix Tshisekedi en 2027. Ça, comptez sur moi, prenez la date d'aujourd'hui. Deuxième tableau pour ceux qui sont là. Ils pensent peut-être que... Rapidement, je suis déjà... Oui. Ça, c'est le premier tableau. Ça sera difficile. Deuxième tableau. S'ils pensent qu'on va continuer avec ces gens-là jusqu'à ce que la situation va peut-être... Non, le deuxième tableau, ils pensent changer la Constitution. Voilà le deuxième tableau. Et le changement de la Constitution. Je sais que c'est un suicide collectif aussi. Parce que
Ils vont donner les éléments de langage à la population, à la communauté internationale, surtout à ceux qui ont pris des armes. Voilà le monsieur qui gère mal le pays, il pense aller au-delà de 2028. Ça sera en défaveur du régime. Les derniers tableaux, peut-être compter qu'il y aura une puissance qui viendra les aider pour qu'on puisse terminer la guerre. En attendant, les autres sont en train déjà d'organiser. Vous avez suivi même les derniers papiers de la MONUSCO, des experts de la MONUSCO qui disent que Nanga et les autres là sont en train d'organiser l'administration, ainsi de suite, c'est-à-dire sont en train de s'organiser. Tous ces 3 tableaux-là réfléchis par ceux qui sont là. Donc l'État aujourd'hui, c'est pourquoi, pour terminer, nous allons citer dans notre dernier Conseil national, il y a eu un certain nombre de résolutions. Je prends les résolutions phares. Nous parlons, le Conseil national a instruit le Bureau national de faire des démarches pour l'application de la résolution 27 septembre 73 pour intimer l'ordre afin que cette résolution soit respectée, la résolution du Conseil de sécurité du 21 février 2025. C'est-à-dire quoi? Que les troupes rwandaises qui sont reconnues dans cette résolution... Je pense que ma question n'a pas trouvé satisfaction. Le dernier point, c'est le dialogue. Le dernier point, c'est le dialogue. Nous demandons qu'au premier trimestre de l'année 2020, qu'il y ait un dialogue. Mais si Félix Tshisekedi ne refuse pas le dialogue, les Congos ne partirent pas Félix Tshisekedi, mon cher compatriote, nous allons prendre d'autres dispositions. Quelles sont ces dispositions que vous avez Cher compatriote, voyez Fayoulou, ce qu'il est en train de faire, comme on dit à Lingala, Zayou Mate. Ça dit que ce soit le cas de Félix Tshisekedi et le cas de Nanga. Il va traverser lui J'ai aussi. dit même à ceux qui ont pris des armes. Il va traverser. Comme Laurent Désiré Kabila à l'époque pensait que lui il était le dernier Congolais de prendre des armes. Non. Voyez d'autres Congolais. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'il y a ceux qui ont pris des armes qui partent aujourd'hui qui pensent que ce sont les derniers lots de Congolais qui ont pris des armes. Non, même si vous venez par des armes, il y aura d'autres Congolais aussi. Mais quand seras-tu de notre pays? Et ceux qui sont de l'autre côté au pouvoir, qui pensent que Boro Tokoti Kangote, vous n'êtes pas les premiers. Mais pour le cas de Fayoulou, notre faiblesse, ça je vais accepter, je peux peut-être, j'admets ça, notre faiblesse, c'est ce que nous aimons le Congo. Nous avons peur de perdre le Congo. Parce que dans tous les systèmes, dans tous les côtés, si nous basculons, le Congo sera disparu. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui, par exemple, Fayoulou puisse prendre faire comme l'IDPS a fait dans le passé, de soutenir ceux qui ont pris les armes. Mais ils vont avancer facilement, parce que ce qui manque à ces gens-là, c'est la légitimité populaire. Vous savez pourquoi la RCD a avancé facilement? C'est parce que Kagame, à cette époque, a reçu de récupérer la majorité de la classe politique, même ceux qui étaient sous le régime de Mobutu. Mais si Nanga aujourd'hui traîne le passe à cause de ça. Et de l'autre côté aussi, si nous prenons le risque de soutenir ceux qui gèrent mal le pays aujourd'hui, mais nous allons aussi radicaliser les autres. C'est pourquoi nous voulons que nous puissions arranger les pays. Félix Tshisekedi, tous les tableaux, les amis de l'Union sacrée, tous les tableaux que je vais d'énumérer ici, on va changer la constitution, aller peut-être pourrir la situation, ne sera pas à votre faveur. C'est le peuple qui sera perdant. Merci beaucoup, et nous risquerons que je rappelle que vous êtes décidé. Le coup soit fatal pour vous. Et nous ne voulons pas que ce qui est arrivé au régime de Mobutu vous arrive. Nous avons besoin de vous. Vous l'avez évoqué plus d'une fois dans votre intervention, mais je souhaiterais vous donner quelques minutes pour en finir. Dernière question, c'est en rapport avec les arrestations. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans une nation où la justice bat son plein, mais cela ne pousse pas aux gens non plus de se méconduire. Par exemple. Cela ne vous permet pas, vous, les politiques de l'opposition surtout, de diffamer. Cela ne vous permet pas de dire des choses à l'encontre de la réalité ou encore du pays. Quand vous touchez à la sûreté de l'État, de l'État, il y a de quoi se poser des questions. Sinon, il y a des arrestations, il y a des interpellations. En quoi ça vous gêne? Chers compatriotes, il ne faut pas tomber dans les pièges de ça. C'est la même rhétorique. Mais la guerre n'a pas commencé, les désordres n'ont pas commencé. Vous-même, vous avez rappelé ici que c'est depuis 3 décennies. 3 décennies, l'IDPS n'était pas au pouvoir. Est-ce que vous pouvez me donner le comportement? Vous organisez ça même, peut-être dans une autre émission, un ami de l'IDPS ici, en face de moi, de nous dire, à l'époque de 96 jusqu'à 2018 ici, que Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. L'attitude de l'IDPS face à tout ce qui s'est passé dans notre pays, il disait quoi? Qu'on puisse nous servir ces éléments de langage pour nous faciliter. Mais je vais vous dire, c'est encore fatal, c'est compliqué. C'est ce que Félix a dit sous le régime de l'AFDER, de Mobutu, de Kabila, de Joseph. Félix est allé même plus loin, a dit que tout ce qui se passe au Congo s'appelle Kabila. C'est Kabila qui est derrière tous les désordres d'ici. Félix nous a dit que les massacres de Kamonassa pour c'est Kabila. Félix nous a dit tout sauf rien. Mais il était ici. Même à l'époque de Mobutu, Félix nous a dit que Mobutu, sa tête ne fonctionnait pas. Mais à l'époque, là, les enfants de Mobutu étaient en Europe avec lui. Et il faisait des va-et-vient ici.
On nous a dit même qu'on doit arrêter Kabila, là, les mains ligotées, mais les gens marchaient ici. Car là, vous voulez dire quoi? Donc, en d'autres termes, moi, je ne suis pas ici pour soutenir le mal. Ouais. Et un État, s'il n'y a pas la justice, c'est un État qui n'existe plus. Mais ici, la RDC a ce qu'on appelle la Constitution. La RDC a ce qu'on appelle les lois. C'est-à-dire, il faut respecter les instruments juridiques et légaux internes et les instruments juridiques et légaux externes que la RDC a ratifiés. Lorsqu'un compatriote commet et des bavures, soit viole la loi, mais il y a une procédure, je ne suis pas juriste, il y a une procédure. Qu'est-ce que la Constitution dit dans l'article 17? Qu'est-ce que la Constitution dit dans l'article 18? Qu'est-ce que la Constitution dit même dans l'article 61? Même sous l'état d'urgence, sous l'état de guerre. Est-ce qu'il faut torturer les gens? Mais cette procédure ici, d'enlever les gens, de les amener quelque part en violation de la Constitution, comme je venais de dire tantôt l'article 18 de la Constitution. C'est-à-dire les services n'ont pas les informations. Les services, ils viennent maintenant poser des questions, chercher les informations, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais c'est les méthodes qu'on utilisait sous le régime de Kabila, qu'on utilise dans tous les États dictatoriaux. Mais ce sont les méthodes que Félix a condamnées ici. Lorsqu'on ramassait des gens de la société civile ici, des Kaboni Beni, mon aîné ici c'est Ngoy, j'ai oublié Christopher Ngoy. Mais Félix est monté au créneau ici. Lorsqu'on a arrêté les journalistes de Peter Tchad, Félix est monté au créneau. Nous avions condamné. C'est pourquoi je l'ai toujours dit que Félix est dans la continuité de Kabila. Mais Félix, c'est ok là, Congolais, Congolais va souffrir, mingi. On va se quitter. Vous avez tout gagné. Donc, ça sert à rien. Tenez, je t'ai mis par là. Vous voyez, tout ce qui passe dans des plateaux, il y a deux catégories. Il y a une catégorie de gens qui passent peut-être pour la consommation et il y a des intérêts personnels. Si on a l'équipe à la TV, on va me regarder, on va me voir, peut-être je serai casé comme un Fumoto tenté de réclamer. Il a beaucoup médiatisé, il a beaucoup donné, il n'est pas casé. Mais il y a aussi notre catégorie, l'esprit Lumumba. Parce que moi, j'écris comme moi, par exemple, tout ce que je suis en train de faire, j'ai commencé à parler de Fayou depuis 2018. C'est pas important de le dire à la télévision, mais Fayou ne m'a pas encore donné l'argent. Et je n'ai même pas un jour fait même un papier d'une minute ici, c'est mon enfant est malade. Parce que la liste que j'ai fait pas pour Fayou, j'ai fait pour moi-même. Mais j'ai compris qu'il y a un monsieur qui fait un combat noble et je dois le soutenir. Si un jour il faut me donner l'argent, tant mieux. Mais s'il ne me donne pas, et moi je vais commencer à faire ça un problème. Merci beaucoup. On nous attend que par exemple, les autres soutiennent Fayou, il faut venir ces bongas. Il y a un coton. Moi je ne fais pas le combat pour ça. Donc il y a la deuxième catégorie, c'est ils sont là, je ne peux pas parler de moi-même. C'est-à-dire ceux qui se battent pour leur pays. Mon bon ici à Maloukou, mon frère. De tout bang, pour le service à Félix et Koukanga, mais mon bon pas de nous on va parler. Mais s'ils pensent que tout ce que nous sommes en train de parler, parce qu'on nous a déjà dit que la liste est non exhaustive, comme monsieur Zanakatikuna, il paraîtrait qu'il soit peut-être Zanakat. Si on va partir, j'ai dit seulement à tous ceux qui sont de l'autre côté, même si nous ne partageons pas la même idéologie avec vous, et que votre combat, si vous savez que vous sentez que votre lutte est noble, mon frère, ayez un moral d'acier. Et moral d'acier. Alors, on va se quitter. On n'a plus le temps, on a largement débordé. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes décidé, pasteur Serge Taboko. Vous êtes Lamouka. Vous avez porté la voix de Martin Fayolo sur ces plateaux. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et pour ceux qui ne savent pas, vous devriez être en principe en face de monsieur Jean-Louis Massimango, qui est le secrétaire général d'Impassa, mais hélas, il allait représenter à son tour l'Union Sacrée, mais peut-être partie remise, il était empêché. Merci d'être venu, merci de la disponibilité, merci à la réalisation de Pamphile, merci à Humbel qui était devant toutes les caméras ici devant nous, merci à vous, chers téléspectateurs, merci à les internautes, voulais-je dire, abonnez-vous massivement à la RTVS 1, abonnez-vous à la Nice Press, merci et à la prochaine. Donc le rendez-vous pour demain, à la même heure, avec le même plaisir, pour un nouveau numéro. Merci et à la prochaine. Pasteur, merci beaucoup.